France d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 sur ce talk « Communication engageante et nudge » que je vais co-animer avec Daniel Luciani. Alors, bonjour Daniel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Elodie et bonjour à vous tous. En deux mots, dis-nous qui tu es. Alors, je suis ancien patron d'une agence de communication responsable, pionnière de la communication responsable en France, qui s'appelle ICOM, et je dirige une filiale, préside une filiale qui s'appelle ICOM 21, qui est notamment dédiée à la problématique des changements de comportement et avec les nudges, d'où ma présence avec Elodie ce matin. Merci Daniel. Alors, je suis quant à moi Élodie Hérisson, directrice associée de l'agence de communication responsable Rose Primaire et également administratrice de Reboot. J'en suis très fière aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer à cette conférence en posant vos questions sur le chat de Twitch. Ça, c'est un peu un challenge d'arriver à dire ça sans bafouiller. Vous pouvez également voter. On va vous poser des questions. Il y aura peut-être pendant notre live là, deux, trois questions, deux, trois sondages. Et puis, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez également le demander. On vous enverra un lien pour que vous nous rejoigniez. Alors, j'invite les étudiants en régie à intervenir lors de ce live, notamment pour nous signaler s'il y a des questions dans le chat et également, si besoin, nous alerter sur le timing. On est ensemble jusqu'à 12h30 et c'est parti. On va faire un petit voyage dans le cerveau de l'être humain. On va vous parler communication engageante et nudge. Alors, le constat aujourd'hui, quel est-il ? Bon, je vais vous balancer comme ça quelques infos, pas forcément. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mon partage d'écran. Je suis désolée, peut-être que je galère un peu sur mon partage d'écran. On va commencer avec quelques chiffres comme ça. Alors, on sait que dans l'hypothèse la plus pessimiste, par exemple, les océans auront grimpé d'ici la fin du siècle de 82 cm. Je continue avec les chiffres sympas. Les activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre, les fameux GES, qu'elles engendrent, sont à l'origine de l'augmentation de la température de la Terre de 1,1 degré depuis le début du XXe siècle. Pour avoir un ordre de grandeur en tête, je le rappelle ici qu'entre la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, et aujourd'hui, la Terre s'est réchauffée de 5 degrés. Ok, on continue. Alors, si la santé aujourd'hui préoccupe davantage depuis le début de l'épidémie Covid, il n'en reste pas moins que le réchauffement climatique est le sujet qui inquiète le plus les Français. Ils sont 82% à déclarer se sentir concernés par le développement durable. Pour autant, on continue. Je crois que j'ai raté cette slide. Baptiste Monségon, qui est sociologue, dit de nous que nous sommes des homo detritus. En France, nous jetons en moyenne 568 kilos de déchets par personne et par an. Bon, ça, vaste question que les déchets. On sait que on est préoccupé par le développement durable. Pour autant, voilà ce qui continue de se passer. Les espèces terrestres et marines ont diminué de près de 40% depuis 1970 à cause de la surexploitation que l'on fait de notre écosystème. Alors, pour la première fois de notre histoire, l'enjeu pour l'humanité va être de survivre à elle-même. Devant ce défi, l'humanité répond de façon complètement incohérente. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas d'une manière suffisamment proportionnée face aux enjeux du dérèglement climatique? Et là, je demande à Arthur en régie de bien vouloir envoyer le petit sondage sur pourquoi est-ce que, eh bien, on ne change pas nos comportements. Parce que on sait qu'il y a eu plusieurs enquêtes, et donc là, on met les chiffres d'une qui a été faite en 2016. 94% des Français déclaraient souhaiter agir pour lutter contre un phénomène de société. Donc vraiment, ici, voilà, sur ce phénomène-là, il y avait l'immense majorité qui se déclarait être prêt à agir. Et pour autant, seulement 20% sont passés à l'action. Et c'est ça l'objet qui va nous animer avec Daniel à vos côtés. Se poser cette question, à savoir, eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas en fait? Qu'est-ce qui se passe pour que entre la prise de conscience et l'action en elle-même, qu'est-ce qui manque pour que ça se fasse? Alors, ce qu'on entend très souvent, c'est ça. Hein. Je comprends, mais en fait, moi, j'y suis pour rien personnellement. Finalement, c'est pas ma faute. Et puis, est-ce que vraiment moi, j'ai le pouvoir de changer quelque chose?
Donc ça, ce sont les arguments les plus fréquents que l'on attend. Alors, tu nous dis ensuite, Arthur, dès que tu as les résultats des sondages, tu nous le signales. C'est ça la Vous posez la question. question de savoir, ben, c'est ça. C'est ça la Daniel, je te laisse question. enchaîner. Merci, on va attendre les résultats, mais c'est ça la question qui se pose, c'est comment, à partir d'un certain Oui, nombre on commence à de... avoir des résultats. On a mis 3 minutes pour avoir tous les résultats. OK. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on doit se poser cette question et en communication responsable, et ce d'autant plus, comment faire pour accompagner et comment faire changer les comportements des individus, quelle que soit sa génération, quelle que soit sa culture, pour que ils adoptent les bons comportements au regard des enjeux qui sont les nôtres. Et vous voyez bien que là, on n'est pas sur des sujets qui sont sur des sujets de consommation de produits. Hein. Vous qui suivez des enseignements sur la communication, la publicité, réseaux sociaux, etc., etc., on vous apprend évidemment comment faire pour notamment vendre un produit. Et quand je possède un produit, j'ai au moins cette capacité à me dire que je vais avoir quelque chose et je vais détenir ce quelque chose. Sur les sujets qui nous occupent, qui sont des sujets qui relèvent de la communication responsable notamment, hein, à la fin, je possède rien. C'est-à-dire, oui, j'éteins ma lumière, soit je trie mes déchets, soit je suis attentif à mes déplacements, mais au final, qu'est-ce que j'y gagne, quoi? Et ce que j'y gagne, il n'est pas immédiat. Ce qui explique les difficultés que l'on a pour faire changer les comportements de l'individu dans ce cadre-là. Voilà. Et donc, on va vous donner les clés, Élodie et moi-même, sur quelques techniques qui existent et vous faire comprendre comment on peut les mettre en œuvre. Voilà. Alors, est-ce qu'on a les premiers résultats? Oui, Daniel, alors je crois qu'il reste encore un peu de temps, mais en gros, ce qui ressort, eh bien, sur les différents choix possibles, sur comment peut-on faire changer le comportement d'un individu, en priorité, à 55%, les personnes ont répondu les engager, suivi par les informer, et pour 14% d'entre eux répondent leur faire peur. Personne n'a pour l'instant répondu les menacer. Voilà les résultats. Merci. On s'arrête là, du coup, on peut dévoiler les techniques qui suivent et qui font peu ou prou écho à à la réponse à vos questions. Hein. Mais vous disiez les engager. Effectivement, pour que l'individu change de comportement, il faut se débrouiller de l'engager. Vous étiez 55% à dire qu'il fallait les engager. Et donc, effectivement, on va vous montrer précisément tout à l'heure comment on fait pour engager l'individu vraiment. Et après, l'information, oui, bien sûr, je ne l'ai même pas cité tellement c'est évident dans cette petite liste. L'information, oui, évidemment, on a besoin d'informations, mais on verra qu'elle n'est pas suffisante. Et puis, leur faire peur, eh bien, c'est pas faux. Vous voyez que dans les techniques pour changer les comportements, on a à la fin les émotions. Et on verra effectivement qu'avec la peur, on peut faire bouger les lignes. On l'a vu, hein, et je suis au regret de vous le dire, mais on l'a vu avec la Covid, hein, pour accepter en tout cas le premier confinement et puis faire ce qu'on nous a fait faire par la suite, on a bien vu que agiter la peur du plus grand des tabous qu'est la mort et la santé, mais plus que la santé, là en l'occurrence c'était la mort, hein, eh bien ça a eu de l'efficacité puisque le premier confinement, en tout cas, lui a été particulièrement bien suivi. Voilà. Le conformisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu en fait qui suit ce que font les autres. Voilà, donc l'obéissance, eh bien effectivement, il y a des gens qui sont très obéissants. La soumission, quand vous êtes soumis, vous devez suivre et vous suivez ce qu'on vous donne, ce qu'on vous dit de faire.
Et puis, l'influence, on a vu dans le cas de la Covid que l'obéissance et la soumission, ça nous a fait, en plus de la peur, ça nous a fait quand même agir comme il fallait, quoi. Voilà. Et puis, et même tellement qu'à un moment donné, il a fallu que quelques gens, ils n'étaient pas très nombreux, prennent à un moment donné la parole et la rue pour dire que peut-être que ce qu'on nous impose en matière de soumission ne laissait plus la liberté d'agir réellement. Et on y reviendra sur cette notion de liberté. Alors, il faut quand même que là, on vous explique, avec Élodie qui prendra la parole après sur les techniques de persuasion, mais quel est le processus pour adopter ou faire adopter un nouveau comportement. Et là, je vais vous expliquer en fait comment ça se passe réellement et comment on peut agir. Alors, Élodie, tu peux afficher l'intégralité du slide, s'il te plaît. Voilà. En fait, voyez sur cette slide que le comportement que l'on veut atteindre, par exemple, utiliser son vélo. Alors ça, c'est quelque chose qui est pour vous, étudiantes et étudiants, maintenant rentré dans les mœurs. Utiliser les transports en commun, utiliser le covoiturage, utiliser toutes les offres que l'on a, style Blablacar, etc., etc. Ça, c'est devenu courant pour un certain type de génération, moins pour d'autres. Mais aussi, c'est comment je trie mes déchets. Est-ce que vous triez bien vos déchets, d'ailleurs le comportement attendu, il est à la fin, on est d'accord. Voilà. Pour arriver à ce comportement, il faut qu'il y ait une intention. S'il n'y a pas d'intention, dans le processus général, il n'y a pas de comportement. C'est-à-dire que si Élodie n'a pas l'intention d'arrêter de fumer, elle n'arrêtera jamais de fumer. Alors, je la rassure, parce qu'elle ne fume pas, donc tout va bien, mais imaginons qu'elle consomme, je ne sais pas moi, du coca en permanence. Ça, c'est son comportement. Et donc, face à une bouteille de coca, elle se jette sur la bouteille de coca. Mais pour qu'elle arrête la consommation de coca, encore faut-il qu'elle ait l'intention d'arrêter. L'intention, ça veut dire que l'individu a conscience, dans son cerveau, on y reviendra, de la nécessité de dire à un moment donné, il faut que j'arrête de boire du coca. Si je n'ai pas l'intention, si à un moment donné, je n'ai jamais verbalisé ou en tout cas conscientisé le fait qu'il faut que j'arrête de boire du coca, je ne passerai jamais à l'acte. Mais pour construire cette intention, il y a 3 éléments qui, en psychologie sociale et en psychologie comportementale, rentrent en ligne de jeu. C'est ce que vous avez à gauche. Et donc, pour arriver à une intention, il faut que vous ayez une opinion envers le comportement. Qu'est-ce que ça veut dire une opinion envers le comportement? Ça veut dire que vous avez la conviction, la croyance que ça serait bien d'arrêter de boire du coca. Voilà. Il faut que vous ayez cette opinion, cette croyance, cette attitude en se disant, quand même, ça serait pas mal d'arrêter le coca. Alors, ça veut dire la même chose, ça serait quand même pas mal d'arrêter de prendre la voiture, ça serait quand même pas mal d'arrêter de consommer de la viande, c'est toujours pareil. Donc, il faut que vous ayez une croyance, une attitude qui soit construite. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Pour beaucoup, il faut aussi qu'on ait ce qu'on appelle les normes subjectives et donc un peu la pression des autres, en fait, de son entourage, de sa communauté, de son groupe d'amis, de sa classe, de son réseau, voilà. Donc, il faut qu'il y ait aussi ça. Et 3e sujet, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le contrôle comportemental perçu. Alors, en psychologie sociale, c'est peut-être le concept le plus difficile à intégrer, mais vous allez voir, il est très simple. Ça veut dire, est-ce que je pense que j'ai la capacité, on pourrait même dire l'autocapacité, à me dire que oui, je suis capable d'adopter le comportement que l'on me demande. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment j'ai conscience, ou qu'on m'a aidé à prendre conscience, que arrêter de fumer, par exemple, eh bien, j'en suis capable tout seul. Et si j'ai cette capacité comportementale, eh bien là, je peux, vous voyez la flèche, je peux arriver à squeezer l'intention, puisque je peux me dire, j'ai la capacité d'arrêter de fumer,
j'en ai la conscience, donc je suis en autocontrôle de cette capacité-là, et le comportement, du coup, je peux du jour au lendemain arrêter de fumer. Et vous voyez bien que dans bien des cas, ce n'est pas aussi simple que ça, et donc il faut qu'il y ait tout ça pour générer de l'intention qui va amener au comportement. Voilà. Donc, vous voyez la complexité, alors que habituellement, pour adopter un comportement, arrêter de fumer, se préserver, arrêter de manger trop gras ou trop sucré, etc., on ne se contente de faire soit de l'information, soit de la communication classique. Est-ce qu'en psychologie sociale et en psychologie comportementale ou en communication, vous avez certainement entendu parler de ce mot, on parle pas simplement de communication, on va parler de persuasion. Quel enchaînement, Daniel. Alors, attends, moi, je me galère un peu avec mes slides. Je ne sais pas si ça fonctionne, si c'est bon. On va parler de persuasion. Alors, merci, tu as cité des vices, mais qui ne sont pas les miens, j'en ai d'autres, et je te remercie de ne pas les avoir dit. Alors, je vais ici reprendre un peu tout ce que vient de dire Daniel, pour que, voilà, réexpliquer un petit peu avec des exemples ce que le propos, en fait. Bien sûr, il faut communiquer. Ça, c'est la première des choses. Voilà, là, je suis en train de projeter eh bien, les infos. En fait, ça, c'est notre premier réflexe en tant que communicant. On sait que pour changer le comportement, l'étape numéro 1, c'est bien sûr d'apporter de l'information. Mais du coup, derrière, Daniel va vous expliquer ce qu'est vraiment la persuasion. Parce que quand on se pose la question de l'information, on se pose tout un tas de questions. Quelles sont les bonnes informations à transmettre? Quels sont les meilleurs canaux? Quel est le public, etc. Ça, je peux faire un cours de communication. Mais on sait qu'ici, dès lors que l'on délivre une information, le destinataire de cette information est un récepteur qui est passif. C'est là toute la différence avec la persuasion, dont Daniel va parler davantage juste après. Alors, je reprends l'exemple du tabagisme avec des études, parce que c'est quand même très intéressant de voir que la probabilité d'être fumeur à l'âge de 17 ans n'est pas plus faible chez les élèves qui ont suivi 65 séances de sensibilisation entre l'âge de 8 ans et 17 ans. Voilà, ils ont vraiment eu tout un tas d'informations pendant de longues années pour les informer. Et pour autant, eux, il n'y a pas moins de chances qu'ils deviennent fumeurs que ceux qui n'ont pas eu accès à cette information. Donc ça, ça démontre bien le propos sur les limites de l'information. Autre exemple, eh bien, c'est Bickman, c'est ça, je ne sais jamais si je le prononce bien, dans son étude qui nous dit qu'en fait, 95% des individus qui ont été interrogés expriment des sentiments de responsabilité personnelle par rapport à cette situation. Là, il y a un papier par terre. Mais pour autant, eh bien, on observe que en situation réelle, eh bien, il n'y a que 2% de ces individus qui vont ramasser le papier. Donc là aussi, on est face à une aberration. Pourquoi est-ce qu'on reste aussi passif et qu'il n'y a pas ce passage à l'action? Donc, là, on voit bien que l'information n'est pas suffisante. Donc, on peut se demander si cette information, comment est-ce qu'on peut la transformer pour que vraiment il y ait ce passage à l'action. Daniel, je te laisse enchaîner. Oui, et cette croyance-là, et c'est pour ça que en communication responsable, ce sujet-là est d'importance pour accompagner les enjeux de transition, la transition écologique, évidemment, et tous les sujets dans l'entreprise, sur l'engagement des salariés, par exemple. C'est que, en fait, quand on nous a appris notre métier, pour moi, il y a très, très, très longtemps, bien plus longtemps qu'Élodie ou vous qui nous écoutez, on nous avait appris que pour amener le comportement, c'est, vous vous souvenez, c'est faire savoir, faire aimer, faire agir. Ça, tout le monde a au moins une fois appris ça. Et le faire agir, c'est le comportement final, on est d'accord, hein. Donc j'achète un produit, je vote pour un candidat, je trie mes déchets, ça vaut pour tout. Et donc on nous a appris en fait que cette croyance, c'est que je communique, ça crée des attitudes et des opinions, voilà. Et donc, c'est-à-dire je communique pour vendre un produit, ce produit me paraît bon, eh bien j'ai une croyance, une opinion positive sur le produit, c'est l'attitude vis-à-vis du produit, donc, et du coup, j'adopte le comportement derrière.
Voilà. Et la communication publicitaire, c'est ça, persuader, c'est provoquer ce changement de la volonté d'autrui, hein, à travers un transfert de croyance ou d'opinion. C'est-à-dire que si j'estime qu'il me faut posséder le dernier iPhone 13 Pro Max, par exemple, eh bien, je vais penser que toute la communication d'Apple qui est, on va dire, de l'information publicitaire, va créer du coup une attitude favorable pour moi et ça va m'amener à acheter le produit. Voilà. Bon, dans les faits, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, puisque vis-à-vis d'Apple, les opinions et les croyances que vous avez sont déjà construites par ailleurs. Et donc, ceux qui sont pro-Apple, évidemment, ont déjà cette croyance. Et donc, ce n'est pas simplement le fait de l'information du produit, c'est tout ce qui a nourri la communication d'Apple, entre guillemets, et pas que la communication, notamment les normes sociales. Ah, tiens, tu as un iPhone, moi aussi, j'en suis content, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est la croyance. Et dans les sujets qui nous occupent, cette croyance, eh bien, on verra que malheureusement, elle ne fonctionne pas. Et pour ce faire, dans les croyances continuelles, il y a celle que vous avez certainement appris. Hein. Alors, c'est l'école de Yale, mais peu importe, mais c'est quelque part pour faire passer une information et pour qu'elle ait une efficacité, j'ai ma source, j'ai mon message, j'ai la cible, et puis comment, voilà. Ça, c'est le truc classique que vous connaissez. Et pendant de nombreuses années, évidemment, on a pensé que ça allait être évidemment ce qu'il y a de plus efficace. Alors, il y a d'autres techniques de communication publicitaire qu'on va vous montrer maintenant. C'est la technique AIDA. Tu peux changer de slide, Élodie. C'est la technique AIDA. Voilà, celle-là elle est classique. Hein, donc, AIDA, c'est j'attire l'attention, je suscite l'intérêt, je provoque le désir et je pousse à l'action. Voilà. Toutes ces mécaniques-là, tu peux montrer des exemples. Toutes ces mécaniques sont faites pour évidemment passer à l'action. Alors, on a censuré des images, hein, mais vous voyez très bien de quoi il s'agit. Voilà, donc on ne peut pas montrer le corps d'un homme nu, on ne peut pas montrer les seins d'une femme nue, mais vous avez très bien compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire que les publicitaires ont rapidement compris que pour passer à l'action, pour provoquer le désir et passer à l'action, eh bien, rien ne valait, à un moment donné, un bel homme nu, ou en tout cas très dénudé, les fesses ou son torse, ou évidemment plus couramment utilisé par les publicitaires, pensant que, évidemment, ça mobilise l'émotion et le plaisir potentiel, c'est l'utilisation de la femme nue. Et en matière de communication responsable, j'imagine que jusqu'à présent, vous avez eu plein d'exemples comment il y a eu un abus de ce type d'image. Et donc ça, c'est les techniques classiques de communication de persuasion. Mais si on va un peu plus loin, il faut s'interroger, mais comment vous allez pouvoir créer cet engagement? Et donc, il faut déjà comprendre par rapport au sujet que je vous ai amené tout à l'heure en disant pour passer au comportement, il faut qu'il y ait une intention. J'ai l'intention de prendre le vélo, j'ai la probabilité que je prenne le vélo va s'accroître. Et donc, les études de psychologie sociale, depuis de très très nombreuses années, alors pourquoi je parle de psychologie sociale, c'est que dans le changement de comportement des individus, la science qui étudie depuis très très longtemps le changement de comportement, bien avant les sciences comportementales, les sciences cognitives, dont on parlera tout à l'heure, c'est évidemment la psychologie sociale. Et dans la psychologie sociale, depuis longtemps, là vous avez l'exemple de Sheeran, qui est un chercheur, enseignant-chercheur. C'est une enquête, enfin une étude assez récente, hein, il y en a plein d'autres, mais toutes les études de psychologie sociale depuis près de 70 ans disent la même chose. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retenir. Là, tu vas trop vite, Élodie. Juste revenir en arrière, merci. C'est quelque chose qu'il vous faut retenir, en fait. C'est-à-dire que, en fait, quand l'individu, c'est la ligne du bas, n'a pas l'intention de changer son comportement, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscientisé, on ne lui a pas fait verbaliser le comportement, la probabilité qu'il agisse est de 7%.
C'est-à-dire que si on ne fait pas prendre conscience à l'individu qu'il a l'intention de changer, voire on ne lui pose même pas la question. Est-ce que tu as l'intention d'arrêter de fumer? Est-ce que tu as l'intention d'arrêter de manger de la viande? Est-ce que tu as l'intention de bien trier tes déchets? Si cette question-là n'est pas posée aussi formellement telle que je l'ai fait, alors soit à l'oral, soit par un ami, soit lors d'un sondage, soit lors d'une enquête, par exemple dans une entreprise, hein, typiquement, quand on est consulté et on nous demande mais comment faire pour arrêter, pour que les salles de réunion soient toujours remis en ordre et propre à l'issue d'une réunion. Bon. Et comment faire pour que tout le monde adopte ce comportement dans l'entreprise? Eh bien, si on n'a jamais posé la question par mail, au cours de la réunion, par un questionnaire en ligne, pas en ligne, etc., si on n'a pas posé cette question de l'intention, eh bien, le résultat, il sera celui que vous avez affiché. Quand vous posez la question de l'intention, et je vais amener une précision, quand vous posez la question de l'intention, en fait, vous avez 53% des gens qui vont agir et 47% des gens qui ne vont pas agir. Ça veut dire, c'est ce qu'il faut retenir, ça veut dire que si vous posez à l'intention à quelqu'un en disant, voilà, en face de moi, j'ai 4 personnes et je leur dis, voilà, est-ce que vous avez l'intention de trier vos déchets? Si les gens répondent oui, donc les 4 répondent oui, je sais par la psychologie sociale que 2 sur 4 vont réellement le faire. Donc, si vous posez la question de l'intention à quelqu'un, vous avez une probabilité très grande qu'une personne sur 2 va réellement faire ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez l'intention de bien trier vos déchets? Il y a 10 personnes, les 10 personnes répondent oui. Les études de psychologie sociale ont montré que sur les 10, il y en avait 5 qui allaient réellement le faire, à condition qu'on leur ait posé la question de l'intention. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de se dire, effectivement, on perd une personne sur 2. OK, soit. Si on leur pose la question, on perd une personne sur 2. Mais si on leur pose même pas la question, là, vous voyez, 7%, on a quasiment 100% de chances que personne ne le fasse. Voilà. Donc ça, c'est le premier point à retenir. Et donc, dans la théorie de l'engagement, là, on peut changer de slide. Dans la théorie de l'engagement, on va changer complètement le regard et votre façon de faire de la communication. Et donc, ce n'est pas tant la communication en amont qui va être importante, c'est comment on peut amener l'individu à s'engager de lui-même. C'est ce qu'on va appeler un acte préparatoire, et je vais y revenir. Cet acte préparatoire va nous amener le comportement final attendu, et le fait qu'on ait agi, ça va construire en fait nos opinions et nos croyances. Dans les théories de l'engagement, le principe qu'a posé les chercheurs et les enseignants, alors là depuis les années 47, voilà, hein, ça vient des États-Unis bien sûr, ont démontré que si on commençait à faire quelque chose à l'individu, et j'y reviendrai, qui est assez simple, le comportement derrière, on aura le comportement, et une fois que l'individu a agi, eh bien, pour se mettre en conformité avec son acte, il va adopter des nouvelles attitudes et croyances. En gros, l'exemple que je prends souvent, c'est dans l'entreprise, par exemple, est-ce que vous seriez prêt à prendre le vélo pour vous déplacer plutôt que votre voiture solo? Vous voyez bien, vous, les étudiantes et les étudiants, combien ce sujet-là est simple pour vous. Il est moins simple pour des générations, ou en tout cas des individus qui n'ont pas l'habitude de ça, ou qui l'ont jamais réellement pratiqué en conditions professionnelles. Ben là, si on leur demande, voilà, est-ce que tu veux prendre, est-ce que demain tu vas prendre le vélo, ou tiens, on fait une campagne publicitaire mieux pour dire que le vélo c'est bien pour la santé, ben les résultats sont décevants. Si on dit, est-ce que tu accepterais de faire un petit tour de vélo dans l'enceinte de l'usine ou dans la cour de l'entreprise, et là, tu n'as aucun risque, etc. Et viens faire un essai, ça va durer 10 minutes. Là, la probabilité que les gens viennent
et devient plus grande parce qu'il n'y a quasiment pas de risque. Une fois que ces gens ont fait ce petit acte préparatoire, c'est ce qu'on appelle un acte préparatoire, si ensuite on leur demande à cela de dire est-ce que tu es prêt à prendre le vélo demain, eh ben, la probabilité sera plus grande que si on leur a tout de suite dit est-ce que tu prendras le vélo demain. Et donc cet acte préparatoire amène le comportement. Et une fois que j'ai fait du vélo, 10 minutes par exemple, et que derrière j'ai accepté de faire du vélo pendant 1 heure, voilà, un essai en fait, sans risque, eh bien mon opinion sur je suis capable de faire du vélo, finalement le vélo c'est pas mal, ça me permet d'aller plus vite, et bien du coup ma pensée va se mettre en conformité avec les comportements. C'est ce que dit le personnage qu'on va voir après dans la slide qui suit. Voilà, c'est celle-là. C'est Kissler. Kissler, c'est un psychologue spécialiste de comportement. J'aime bien montrer à qui on a affaire. Hein. Le look est tout à fait 70s, hein, évidemment, voire plus ancien même. Parce que, voilà. Et lui, Kissler, il dit « Seuls nos actes nous engagent et non nos idées ». C'est-à-dire c'est à partir du moment où vous avez fait quelque chose que votre pensée se construit et que du coup, vous construisez une pensée sur l'acte que vous avez fait dans bien des cas. Voilà. C'est parce que vous avez pris une fois la brosse à dents que du coup, vous estimez que c'est important de se laver les dents parce que c'est bon pour l'hygiène et la propreté. Voilà. Donc ça, on va y revenir et vous allez comprendre pourquoi, notamment avec l'expérience d'un autre Américain. Désolé d'utiliser des références américaines, mais ce sont ceux qui ont le plus de pratique sur ces sujets-là. Alors ça, c'est une expérience fondamentale sur la compréhension de la théorie de l'engagement et vous pourrez la répéter à satiété, vous verrez. C'est une expérience de Kurt Lewin, donc le petit personnage en haut, 1947, on est juste après-guerre, et donc juste après la guerre, évidemment que les États-Unis avaient de grandes difficultés à pouvoir alimenter avec des produits de qualité, après l'effort de guerre, leurs concitoyens. Et donc, il advenait nécessaire, puisque du coup, tout l'effort industriel pendant la guerre a été tourné vers l'armement, les usines, etc., et que tout le monde a été tourné vers ça, et bien du jour au lendemain, relancer la machine industrielle pour l'alimentation, hein, produire des animaux, des veaux, de la viande bovine, etc., ben ça devenait compliqué. Et donc, le gouvernement américain a demandé à des psychosociologues, dont Kurt Lewin, qui était la star de l'époque. Hein. Vous voyez la photo à la hardcore, montrant que c'était bien une star, en disant, mais voilà, comment on peut faire pour que les ménagères américaines arrêtent de vouloir préparer toutes le même steak de bœuf, la même entrecôte, etc., alors que évidemment il manquait tout à fait ce type de produit. Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, le même sujet devrait être appliqué pour arrêter de manger la viande. Mais là, la question est, voilà, on n'a pas des jolis morceaux, il y a des abats, et dans la culture américaine, consommer des abats n'est pas habituel. Et donc, la demande du gouvernement, c'est pour arriver à faire que les individus continuent à se nourrir, et avec la pensée dominante de l'époque, c'est qu'il faut manger de la viande. Hein. Évidemment, aujourd'hui, on ne pense pas ça. Eh bien, s'ils pouvaient consommer des abats, c'est-à-dire des morceaux moins nobles, ça serait pas mal parce qu'au moins ça, on en a, et tout le monde veut manger des beaux morceaux, et tout le monde délaisse les abats. Or, on a besoin de faire manger ces abats parce que de toute façon, on ne peut pas alimenter tout le monde avec des beaux morceaux. Et donc, il a lancé une expérimentation. Et en psychologie sociale, on crée toujours ce qu'on appelle 2 groupes. Un groupe dit de contrôle, c'est le groupe 1, et un groupe dans lequel on a mis en place des techniques d'engagement. Sur le groupe 1, on a utilisé la persuasion classique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la persuasion classique ? Eh bien, notre ami Kurt réunissait dans des grands espaces. Ça pouvait être des gymnases, des salles polyvalentes, voire des églises. Hein, des églises protestantes ou évangéliques aux États-Unis,
et il allait faire une conférence pour dire quels étaient tous les bienfaits de consommer des abats. Voilà. Et donc là, on va dire que c'est la persuasion classique. J'ai de l'information qui descend. Voilà. Il allait même jusqu'à donner des petites fiches aux ménagères. Hein, désolé de dire les ménagères, mais c'est évidemment 95% de la population qui participait à ces réunions. Et tout le monde comprenait l'effort de guerre à faire, hein, bien sûr, après la guerre, et partait avec des fiches pour préparer des plats. Donc, en fait, ce groupe 1 contrôle de la persuasion classique. Et là, le résultat, pas très très bon. Tu peux passer la slide du résultat. Voilà. Eh bien, en fait, après, ils enquêtaient vraiment en prenant attache auprès des personnes qui étaient venues à la réunion, hein, ces réunions dites publiques. Eh bien, en fait, dans le passage à l'acte, il n'y avait que 3% des gens, des ménagères qui achetaient et préparaient des abats. Insuffisant. Et donc, il a mis en place une technique d'engagement dite de persuasion classique, où à la fin de la réunion, alors, premier truc, il faisait travailler ensemble des petits groupes. Au moment de la grande réunion, il mettait ensemble des petits groupes pour dire pourquoi, selon elle, ce serait bien de consommer des abats. Et donc, il les faisait rendre déjà acteurs en se mettant ensemble, en mettant des petits groupes en questionnement. Ça, c'est la première technique d'engagement. Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Et entre vous, discutez pour voir comment vous vous y prendriez, pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est bien, etc., etc. Et deuxième sujet, à la fin, il demandait aux participantes quelles sont celles qui, demain, vont préparer et cuisiner des plats avec des abats. Et donc là, vous aviez 64%, on va le faire comme ça, qui levaient la main en disant bah oui, oui, bien sûr, j'ai compris. Et donc, pour quand même faire bien, parce que il fallait répondre à l'effort de guerre, et donc la ménagère, elle avait aussi répondre à cet effort de après-guerre. Donc, on avait 64% des gens qui disaient bah oui, j'ai l'intention, et qui levaient la main, oui, j'ai l'intention de consommer et de préparer, de consommer des abats. Eh bien, après, ça, c'était mesuré. Donc, le simple fait d'avoir levé la main, le résultat est que 32% des ménagères préparaient des plats avec des abats. C'est ce qu'on appelle dans ces techniques d'engagement. Et on va voir la slide suivante pour aller un peu plus loin. Donc, ces techniques d'engagement qui amènent au passage à l'acte. J'ai donné 2 exemples. Je lève la main, tout simplement. Donc, et puis, je travaille en petits groupes. C'est ce qu'on appelle des actes préparatoires. Voilà. Ces actes préparatoires, en fait, ils ont pour vocation ils sont peu coûteux. Voilà, lever la main pour dire bah oui, je vais préparer des abats, pas très coûteux. Discuter ensemble pour dire comment je pourrais préparer les abats et pourquoi c'est bien, c'est pas très coûteux. Et le fait d'avoir mis la personne en action, c'est-à-dire qu'elle ne recevait pas que de l'information qui était descendante, comme la communication publicitaire ou la communication sur les réseaux sociaux quand il n'y a pas de sollicitation, eh bien, vous avez l'information qui descend. Et ce monsieur, qui s'appelle Joule, a modélisé, alors lui, c'est un chercheur français, enseignant-chercheur à Aix-Marseille, avec son collègue Beauvois. Ils ont modélisé le fait que pour l'engagement, ce qui était important, c'est d'avoir des actes préparatoires. Et que si on a des actes préparatoires peu coûteux, derrière, on va amener un acte d'engagement, c'est je consomme des plats d'abats. Voilà. Donc, même si, évidemment, derrière, c'est plus coûteux. Alors, ça s'appelle, en fait, le slide, tu peux sauter le slide d'après et passer directement au slide suivant. Voilà, merci. Parfait. C'est ça, c'est en fait cet acte préparatoire amène en fait à l'acte d'engagement qui suit. Et l'acte préparatoire, je vous donnais des exemples, je travaille en petit groupe, je lève la main, mais on peut avoir, je remplis un questionnaire, je fais réfléchir à des slogans, je colle un autocollant sur ma voiture, et un acte d'engagement un peu plus supérieur, je signe une charte d'engagement, je donne par exemple mon adresse mail pour un sondage, jusqu'à arrêter de manger du sucre, ça sera l'acte définitif. Voilà. Et donc,
il y avait une question, Élodie, là, peut-être à poser sur d'autres exemples d'actes préparatoires pour voir si, si tout le monde a bien compris. Est-ce qu'on a le Oui, temps? alors on peut complètement. Si vous voulez, moi là, je vais en passer quelques-uns des exemples pour compléter ce que tu disais très rapidement. Oui, Mais dans le chat, si vous avez des idées d'actes préparatoires dont vous avez pu être la cible, ou que vous avez mis en œuvre, ou ceux que vous pourriez imaginer en être, eh bien, participez dans le chat pour nous faire remonter vos idées. très bien. Là, nous, ce qu'on a listé, ben, c'est ce que tu disais, hein, donc c'est des quiz, c'est des cartographies, porter un badge, un sticker, faire un jeu, le travail de brainstormer et également le travail collectif était très important. Bon, voilà. Alors, pourquoi répondre à un questionnaire? Eh bien, dès lors qu'on vous demande votre avis, vous êtes dans un statut d'acteur, vous donnez votre avis, donc du coup, ça favorise l'intégration de l'information et ça permet, il y a plus de chances pour que vous passiez ensuite à l'action. Sur le côté calculer ses empreintes de CO2 et, pardon, de CO2 et les impacts financiers qu'il peut y avoir, on sait que toutes les personnes qui participent à des fresques du climat, alors déjà, il y avait une intention qui était assez forte, mais dès lors qu'elles se sont mises en situation en travaillant et en évaluant aussi eh bien, leur empreinte à elles, on sait que derrière, eh bien, la question qui suit, c'est bon, mais maintenant, je vais agir, qu'est-ce que je peux faire? Et de suite, elles s'engagent, etc. Tu nous donnais des exemples, et je crois que sur la slide suivante, on voit Oui, tu euh, nous as régalé avec cet exemple-là sur oui, voilà, signer une charte, on t'écoute. voilà, signer une charte. Bon, alors, pour les politiques, signer une charte, c'est habituel. L'efficacité est moindre, je l'avoue. Mais néanmoins, par exemple, si vous voulez dans une entreprise déployer une stratégie de zéro déchet, par exemple, eh ben, l'acte préparatoire pour atteindre ce comportement, c'est faire signer une charte à tous les participants. Le fait qu'ils aient signé une charte, et si le caractère est public, s'il y a une notion de liberté, ce sont ce qu'on appelle les facteurs clés de, de, de de réussite. Tu peux montrer la slide suivante, ça fera gagner du temps. Voilà, le contexte de liberté, le caractère intrinsèque, c'est-à-dire ma motivation, le caractère public, l'irrévocabilité, c'est-à-dire je ne peux plus revenir en arrière, mais la répétition et le coût plus ou moins coûteux. Si on a ça, oui, tu peux avancer. Si J'avance. on... Alors, juste, je te laisse continuer là-dessus, mais on a des gens qui Ah, réagissent sur le chat, qui nous disent, alors l'exemple est très bon, il y a aussi les challenges, on ne les a pas listés ici, mais c'est tout à fait ça. Lola nous dit challenge semaine ou journée sans viande ou sans alcool pour inciter à réitérer l'expérience. L'exemple est très bon. c'est ça, très bon exemple. C'est-à-dire, au lieu de dire arrête de consommer la viande, l'acte préparatoire, c'est une journée sans viande. Alors, une journée, oh, c'est pas trop dur. Bon, ok, je peux le faire. Donc, l'acte est peu coûteux. Et donc, ça me prépare évidemment à continuer. Encore faut-il, alors attention, parce que encore faut-il que derrière, il y ait quelque chose qui vous ressollicite pour aller plus loin. C'est-à-dire que la difficulté des journées sans viande, sans voiture, etc., c'est que eh bien, c'est considéré comme un acte préparatoire, soit, mais si derrière la personne n'est pas sollicitée et le délai de sollicitation c'est 3 semaines, après, eh bien, cet effet, cet acte préparatoire fait flop. Si j'ai essayé une journée sans viande, j'ai joué le jeu. Si rien derrière ne me dit, et maintenant, est-ce que tu peux passer à une semaine, etc., etc., si on ne me ressollicite pas au regard de cet acte préparatoire, eh bien, la probabilité qu'un grand nombre passe à l'acte tombe un peu à l'eau. C'est l'une des difficultés, évidemment, de ces journées qui sont intéressantes. Mais par contre, en entreprise, oui, parce qu'en entreprise, si vous faites une journée sans voiture, par exemple, et derrière, vous questionnez, vous gérez l'intention, vous proposez des alternatives, ben là, l'efficacité sera plus grande parce que vous avez à votre main le groupe. Voilà. Et puis, quelqu'un citait
le livre de Joule, qui évidemment fait référence, ces petits traités de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Manipulation étant pris au sens éthique, puisque dans le livre, en fait, Robert Vincent Joule, que je connais, n'est en aucun cas un manipulateur, et ses intentions ainsi que celles de ses équipes a toujours été de laisser l'individu libre, et ce d'une manière très éthique. Bon, voilà, donc très important, l'acte est d'autant plus engageant s'il peut être imputé à des raisons externes, c'est-à-dire qu'en fait, pour que l'acte préparatoire soit bon, évidemment que ce n'est pas sous l'angle du gain. Bah oui, tiens, je suis prêt à arrêter de prendre la voiture si on m'offre un vélo, quoi. Voilà. Ben non, si ce qu'on appelle la motivation est intrinsèque, vient de l'extérieur, notamment comme une récompense ou une menace de punition, ça a moins d'efficacité pour le changement durable de comportement. Dans tous les cas, la notion de libre choix est importante, et on va voir ça avec, Élodie, si tu veux bien, la slide suivante sur la technique de « vous êtes libre ». Alors, ces techniques-là, vous les retrouvez excessivement bien détaillées, donc je vous en donnerai qu'une ou deux, pas plus, hein, dans le livre de Robert Vincent Joule. Et alors celui-là, le petit traité que j'invite tous les étudiants à lire, je dois vous dire que moi je l'ai lu, et ne souris pas Élodie s'il te plaît, je l'ai lu en 84 quand il est sorti. Je faisais mes études de communication à l'université à Bordeaux d'ailleurs, à l'ISIC, l'Institut des sciences de l'information et de la communication. Donc c'est très très vieux, et évidemment je m'en suis resservi très largement dans les années d'après, mais c'est redevenu à la mode quand on parlera de nudge, vous verrez tout à l'heure. Je souris, Daniel, parce que je dois te dire qu'en fait, je crois que je l'ai piqué. Je l'ai sur mon bureau, je crois que c'est le tien. Voilà, je le montre. Voilà, alors si c'est l'ancienne version, si c'est une Ah, bah ancienne alors, version, et si elle est annotée avec du jaune, tout ça, si c'est celle-là, oui, c'est la mienne. Et alors, tu veilleras à me le rendre, s'il te plaît. Voilà, ben, c'est la mienne. c'est le tien, C'est le mien. Alors voilà, il est retour à la maison, cher Élodie, promis. parce que c'est une édition assez rare, parce que évidemment, elle est très ancienne. Je l'ai lu. Voilà. Et je ne suis pas fétichiste, bien que je suis envahi de livres dans mon bureau. Alors voilà, la technique de vous êtes libre, en fait, et vous allez voir évidemment. Alors, j'invite évidemment à ne pas utiliser cette technique à mal escient et à bon escient, parce que vous verrez qu'elle est très puissante. Voilà. Donc, requête de contrôle, hein, il ne se passe rien. Donc, par exemple, voilà, comment faire pour que un individu vous donne quelques pièces, comment faire, voilà. Comment vous allez pourriez vous y prendre pour permettre de prendre le bus. Alors, deux façons de faire, hein. La première façon, c'est Élodie est en train de monter pour prendre le bus, et moi je suis à ses côtés. Je lui dis, voilà, Élodie, est-ce que vous n'auriez pas un peu d'argent pour me permettre de prendre le bus? Voilà. Et ce qu'on appelle la requête contrôle, en fait, il y a 10% de gens qui répondent favorablement parce que Élodie a une bonne tête, voilà, elle est gentille, elle est altruiste, voilà. Et donc, elle va faire un don, elle va me faire un don, et la moyenne du don, c'est 50 centimes. Et il y a 10% qui le fait. Si je rajoute, est-ce que vous pourriez me donner un peu d'argent pour prendre le bus? Mais bien sûr, vous êtes libre de le faire ou pas, c'est votre choix. Et bien là, il y a presque une personne sur deux qui accepte, et le don moyen monte à 1 euro. Voilà. Et donc là, c'était donner quelques pièces, donner 1 euro à un inconnu pour le dépanner, les résultats sont similaires. Et c'est la question du libre d'eux, et donc dont vous êtes libre d'eux. Si on passe la slide suivante, et je vois l'heure tourner, si on voit la slide suivante, c'est que le pourcentage de participants qui acceptent de donner, donc dans notre expérimentation de 2011, dans la situation de contrôle, 29%, donc plus important que ce qu'on a vu précédemment. Si on rajoute, vous êtes libre de 59%, ne vous sentez pas obligé, 51%. Et si je dis, Élodie, est-ce que vous pourriez me donner 1 euro pour prendre le bus, mais vous êtes libre de le faire ou pas, et ne vous sentez surtout pas obligé, il y a près de 70% de gens qui acceptent de donner des euros.
Voilà. Alors, on va prendre la dernière technique qui est le pied dans la porte. Autre exemple, hein, c'est demander peu pour obtenir beaucoup dans un second temps. Et là, tu peux aller directement au modèle 2. Slide, voilà. Pas celui-là, l'autre, c'est la même chose. Voilà, la technique, cette technique-là du pied dans la porte, c'est celle-là, quoi. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi de vous déranger, vous auriez du feu. Donc là, tout le monde répond oui. OK, ben, enfin, donne du feu, en tout cas ceux qui ont du feu. Si ensuite on pose la question qui suit, j'ai besoin de 20 centimes, eh bien, vous voyez le résultat. Dans 10% des cas, si je dis je vous ai besoin de 10 centimes, on a 10% qu'on retrouve. Et si d'abord j'ai dit est-ce que vous auriez du feu, le pied dans la porte fait que derrière, on a 40% des gens qui acceptent. Voilà. C'est un peu malheureux, mais c'est ce qu'on appelle l'engagement. Si l'individu, on lui a fait faire quelque chose, il est passé acteur. Si derrière, on lui demande autre chose, eh bien, il va agir. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va passer cette expérience de Frazet qui est plus longue pour aller à la définition de la communication engageante et pouvoir ensuite passer au nudge et au biais cognitif. Ça sera à toi, Élodie. Alors, du coup, c'est quoi la communication engageante? La définition de Jules Girandola et Bernard. Alors, on ne trouve pas la définition de la communication engageante dans Petit traité de manipulation. On n'a que les bases fondamentales de ça. La communication engageante, de la formalisation, notamment par Girandola, qui est pareil, tous les trois sont des chercheurs au laboratoire de psychologie sociale d'Aix Marseille, dans les livres qui ont suivi. Mais en fait, la communication engageante, c'est je fais précéder le comportement attendu par un acte d'engagement, des exemples qu'on a cités, évidemment une information, une communication et un message, ça va donner la communication engageante. Et donc, si on va tout de suite à la slide 47 sur le schéma, on passe ces questions-là, voilà. On peut passer aussi ça, merci. Très efficace. On a ça, ce qui est la définition de la communication engageante. Hein. D'un côté, j'ai l'engagement. Voilà, donc ce qu'on a vu, le pied dans la porte, la charte à signer, le quiz, etc. Et de l'autre côté, j'ai une communication classique, mais qui fait écho. Et quand on additionne les deux, on a la communication engageante. Donc la communication engageante, c'est quelque chose de très puissant, évidemment, aujourd'hui, pour faire changer le comportement de l'individu, puisque j'associe les techniques classiques que vous connaissez de communication, d'information, communication dite persuasive, à un acte préparatoire. Il faut que les deux soient reliés, évidemment. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle information, il faut qu'il y ait un lien très très grand entre l'acte préparatoire, c'est-à-dire est-ce que tu es prêt à faire du vélo, et en même temps j'ai une campagne d'affichage ou sur les réseaux sociaux ou sur mon intranet qui dit bah, le vélo c'est bien pour des raisons économiques, pour des raisons de santé, pour des raisons de no stress, pour arriver à l'heure, etc., etc. Et en même temps, j'ai un événement qui, tiens, bizarrement, se passe dans mon entreprise pour me sensibiliser au vélo. Et quand j'additionne les deux, ça devient la communication. J'espère que tout le monde a compris les quelques Oui, alors fondamentaux. je crois qu'en plus ils ont compris, et ils ont compris d'autant plus qu'ils posent une question. Tu as dit tout à l'heure, tu as donné un exemple en disant qu'on demande un petit peu et du coup on va l'avoir. Et une question nous demande, et est-ce que l'inverse ne marche-t-il pas? N'est-il pas possible de demander quelque chose de presque impossible pour faire accepter une demande moins onéreuse? La Alors, réponse est oui. la réponse est oui. Alors, cet exemple-là, je ne l'ai pas cité, mais effectivement, c'est-à-dire, si je vous demande, vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes prête et prêt à sauter d'un immeuble de 4 étages? Ça, c'est impossible, quoi. Évidemment, tout le monde va dire non, là, attends, il est fou, etc. Bon, ok, ah, bon, très bien, mais est-ce que vous seriez prête et prêt à sauter un demi-étage? Ah, ben oui, bien sûr. Voilà, évidemment. Et en fait, l'objectif que je voulais vous faire atteindre, c'est au moins sauter le demi-étage. Ouais.
Donc ça, c'est une technique, hein. Est-ce que vous accepteriez, Elodie, de venir me chercher tous les jours à mon travail pour m'amener à ma maison, de ma maison à mon travail tous les jours, Elodie? Non. Bah, évidemment, elle dit non. Bon, Elodie, est-ce que tu peux venir me chercher demain matin, s'il te plaît? Bon, allez, une Voilà. fois d'accord. Voilà. Et donc, mon objectif, c'est qu'elle vienne me chercher demain. Et pour atteindre ça, je lui ai demandé un truc presque impossible. C'est effectivement une technique qui est utilisée. Merci à celui qui nous a posé cette question. Voilà. Mais, Alors, oui, pardon. non, mais j'allais faire la transition pour que Vas-y. tu puisses prendre la suite. Bon, là, on a la communication engageante et les principes de la communication engageante, vous voyez, c'est arriver à faire passer l'individu, à l'amener à faire un acte peu coûteux, assez simple, où l'individu est libre, pour l'amener à un acte comportemental plus important. Comment pourrait-on faire, au-delà de la communication engageante, sans utiliser des campagnes de communication, comment pourrait-on faire pour squeezer l'intention, voire squeezer les actes préparatoires? Y aurait-il une technique, en fait, nous permettant de passer directement au comportement par quelques stimulus ou stimuli qui nous amèneraient à faire ça? Eh bien, on a la réponse et c'est Elodie qui va nous la donner. Moi, je vais vous parler du cerveau pour qu'on comprenne ce qu'on va pouvoir mettre en place. Il faut qu'on comprenne quand même finalement comment notre cerveau fonctionne pour voir qu'est-ce qu'on peut activer à l'intérieur de notre cerveau pour amener ces changements. Je vous montrerai 2 images. Alors, voici la première. Alors ici, qu'est-ce que vous ressentez? Mettez-le dans le chat, hein, allez-y. Bon, il y a toujours ce petit délai pour qu'on récupère vos infos. Bon, là, Ouais. face à cette image, oui. La colère, évidemment, elle m'agresse, elle me menace. Elle vous menace, c'est exactement ça. On se dit, là, elle est en train de nous dire quelque chose de vraiment terrible. Et en fait, ça s'appelle la vision de la pensée et la pensée intuitive. OK, voilà, les réponses, c'est ça, agression, menace. Ça évoque quelque chose de très négatif. Je vais vous montrer maintenant la colère. Une deuxième image. Et ici, qu'est-ce que vous ressentez? Alors là, on ne comprend pas voilà, c'est un format, c'est une multiplication, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, là, vous avez vaguement conscience que des résultats sont possibles si c'est une multiplication, mais que ça ne va pas être si facile que ça de répondre. Donc là, vous cherchez dans votre mémoire la table de 7, la mécanique des tables de multiplication. Ah, voilà, donc là, ils nous disent, ah oui, d'accord, l'intention de calcul, c'est difficile, des maths, de la logique, je vois ce qui remonte sur le chat. C'est compliqué, alors, en effet. Bon, alors, le résultat, il n'est pas venu spontanément dans vos esprits à tous. Et c'est exactement ça, en fait, qu'on veut vous faire comprendre. C'est qu'il y a en fait une différence entre ce qu'on va ressentir de manière très spontanée et ce qui va nécessiter en nous un effort. Donc là, j'en viens à, j'étais un petit peu obligée de poser les bases, donc un petit peu de connaissances empiriques pour qu'on comprenne. C'est qu'en fait, je vous parlais de la cognition. OK, donc ici, nous allons nous intéresser spécifiquement à la manière dont les individus prennent leurs décisions et font évoluer leur perception au monde. Alors en effet, nous savons que le cerveau d'un être humain doit faire sens de l'environnement physique et social qui l'entoure, sans quoi il ne peut pas s'épanouir et évoluer. Et c'est ici que la cognition entre en jeu. Alors d'une part, car elle nous permet d'analyser les informations qui lui arrivent. Il s'agit ici du tri que nous faisons des informations que nous avons à disposition. Donc là, dans l'exemple tout à l'heure, c'était un visage qui avait l'air d'être en colère, le doigt. Donc là, tout ça, on l'interprète. Et tout ça dans le but, notre cerveau nous aide à décrypter tout ça, dans le but de nous faire agir de manière appropriée. Du coup, on se sent agressé, peut-être qu'on va prendre un peu de recul. Alors bien sûr, ce travail, il est éprouvant. Et c'est pour ça que notre cerveau fonctionne beaucoup par automatisme et par réflexe. On voit le feu rouge, on ne réfléchit pas, tac, on s'arrête. On voit une glace, on salive, ça on ne l'a pas réfléchi. C'est un réflexe aussi, physique. Car, ne l'oublions pas, nous sommes tous de gros feignants. Et plutôt, en fait, nous avons d'autres priorités. En effet, l'énergie
que notre corps doit dépenser doit aller en priorité vers les fonctions vitales de notre corps. Respirer, ça c'est pas conscient, le cœur qui bat, faire fonctionner tous nos organes, elle est là la priorité de notre cerveau. Donc c'est pour ça que je parle de fainéantise. Donc, vous l'avez compris, hein, réfléchir et comprendre les autres, ben, ça, du coup, ça vient qu'en deuxième intention. Ce n'est pas la priorité de notre fonctionnement. D'où l'intérêt biologique à avoir des automatismes et des interprétations pour s'économiser un peu. Donc, si on reprend la cognition, on sait qu'elle permet d'analyser les informations d'une part, et d'autre part, elle permet d'harmoniser les représentations entre les individus. C'est très culturel tout ça. Hein. Pourquoi? Eh bien, pour que nous puissions nous comprendre tout simplement, même si chacun a son propre rapport à la réalité. On entend un cri, on ne réfléchit pas, on se dit de suite « danger ». On voit une personne en train de pleurer, c'est pareil, on ne réfléchit pas. On a les mêmes codes et du coup, on comprend qu'ici, la personne a un problème. Notre cerveau intègre ce que l'on peut appeler des stéréotypes. Ce sont des stéréotypes qui sont liés à chaque situation, de sorte à ce que nous devions nous adapter de manière instinctive notre comportement. Et donc, nous construisons notre comportement à partir de nos expériences, de notre sensibilité, de notre personnalité. Bon, voilà, quelqu'un qui pleure, il y en a qui vont avoir de l'empathie, qui vont aller vers cette personne qui pleure pour l'aider, et d'autres qui, au contraire, vont partir parce que voilà, c'est dans leur comportement, dans leur personnalité de ne pas voilà, s'appesantir sur le malheur des autres. Mais cette construction se fait au regard des constructions collectives que l'on a. Et c'est ça qui constitue en fait notre culture. Donc, vous l'avez compris, les individus ont besoin de ces représentations collectives pour pouvoir se comprendre. Alors maintenant qu'on a un peu mieux compris comment on fonctionne, Daniel, détaille-nous un peu les deux systèmes de notre cerveau. Et oui, on a donc bizarrement ce système 1 et système 2. Et ce système 1 et ce système 2 a été amené par ce chercheur américain, psychosociologue et économiste, alors, qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel d'économie pour ses travaux sur justement ces deux systèmes de pensée. Et en fait, avec l'image première, là, où tout le monde tout de suite a compris que c'était agression, colère, etc., le système 1 fait écho à ce que disait Élodie précédemment, hein, et cette vitesse de pensée, tu peux passer la slide suivante. Voilà, merci. C'est le système 1, il est non contrôlé, il n'y a pas d'effort. Voilà, il est associatif, image, réponse, il est rapide, il est inconscient, il exprime un talent. Alors, le talent, par exemple, si parmi vous, vous n'aviez pas été étudiante ou professionnelle de la communication, par exemple, ou étudiant et professionnel de la communication, et plutôt mathématicien, vous auriez toutes et tous dit que 17 par 24 égale 408. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, si ma mémoire de mes cours de maths reviennent encore à l'esprit. Donc, mais vous n'êtes pas mathématicien, donc vous avez plus de difficultés à répondre spontanément, en tout cas par le système 1, à la question 17 par 24. Alors que le système 2, lui, tel que vous l'avez laissé entendre, Élodie, il est plus lent, il exige des efforts. Hein. Donc, Élodie l'a dit, le cerveau, il a un rôle, c'est alimenter. Si jamais, justement, il arrivait quelque chose où il fallait réagir vite, il est lent, il est déductif. Évidemment, il a plutôt tendance à appliquer des règles, il est conscient. Voilà. Et avec ce qu'elle a dit, hein, c'est que le cerveau choisit son difficulté, la facilité. Pardon. Et donc, que fait l'individu face à un choix? C'est ça la question qui nous occupe. Est-ce que je trie mes déchets ou pas? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Hein. Et du coup, quelle incitation pourrions-nous mettre en œuvre pour que on amène l'individu à faire le bon choix? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'individu fasse le bon choix et prenne la bonne décision, mais surtout sans le priver de sa liberté, en fait. Hein. Parce qu'on l'a vu dans la psychologie sociale, quand le contexte de liberté est maintenu, l'individu est plus facilement prédisposé à faire
ce qu'on l'invite à faire. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans les sciences comportementales, puisque Daniel Kahneman, avec le système 1 et le système 2, a posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie comportementale. Et cette économie comportementale, elle cherche à traduire comment l'individu, qu'est-ce qui fait que l'individu prenne ou non une décision face à une décision économique ou une décision. Et face à ces choix, en fait, l'individu est souvent confronté à des biais. Voilà, est-ce que je prends la voiture ou pas? Est-ce que j'arrête de manger du sucre ou pas? Etc. Donc face à des décisions, ce qu'on appelle ça l'architecture de choix, hein, comment on va présenter les choix à l'individu pour qu'il prenne ou non une bonne décision. Ce qu'on considère étant comme une bonne décision, et souvent pour lui évidemment. Et donc il y a des biais qui rentrent en ligne de compte, qui le freinent dans les décisions à prendre qui seraient bonnes pour lui. Voilà. Pourquoi j'arrêterai pas de consommer du sucre? Parce que je sais que c'est mauvais pour ma santé. Voilà. Et donc, pour lever ces biais, on a les sciences, l'économie comportementale, qui a modélisé avec notamment les travaux de Daniel Kahneman, mais pas que, ce qu'on appelle les nudges, ce petit coup de pouce là, qui va nous inciter à passer à l'acte. Et donc les nudges aujourd'hui, hein, ce sont ces petites techniques d'incitation là, qui amènent à ce changement de comportement tout en préservant la liberté et souvent en améliorant l'information. Et le plus simple, évidemment, c'est celui que vous connaissez, vous avez tous entendu parler, évidemment. Et ça, c'est Richard Thaler et Cass Sunstein, qui sont l'auteur de ce livre fameux que si vous n'avez pas encore lu, si vous ne l'avez pas encore lu, qui s'appelle tout simplement Nudge, hein, qui est ce coup de pouce pour amener le changement de comportement, avec notamment la mouche au fond de l'urinoir. Ça, évidemment, c'est pas connu par vous, mesdames, mais c'est connu, l'urinoir, par vous, messieurs. Et donc, ce petit symbole nous incite en fait à faire le comportement que l'on attend de nous, à savoir évidemment bien viser pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Et donc ce nudge en fait va tout en laissant l'individu libre de choisir, il va nous permettre, face à différentes options, est-ce que je fais pipi à côté ou est-ce que je fais pipi au bon endroit, va nous inciter évidemment à faire pipi au bon endroit, juste par cette petite stimuli visuel qui est la mouche. Voilà. Et donc les nudges en fait ciblent nos biais cognitifs à travers ces dispositifs qui sont souvent ludiques et puis à coût modeste. Oui, alors, on l'a compris, hein, la réalité, elle n'est pas objective. C'est notre cerveau qui est une construction et qui nous permet d'optimiser nos comportements par stéréotypes et automatismes. Et ce sont ces automatismes qui nous permettent de reposer notre cerveau. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Et c'est parce que nous avons conscience de nos interprétations que ce fonctionnement ouvre de nombreux biais cognitifs. Alors attention, juste une parenthèse, hein, il ne faut pas voir des biais cognitifs partout. N'oublions pas qu'il y a aussi l'incompétence, l'inattention, la malhonnêteté. Bon, petite parenthèse. On va quand même parcourir rapidement quelques biais pour avoir une bonne compréhension. Les économistes et psychologues comportementaux qui ont identifié à peu près 250 biais cognitifs qui peuvent affecter les individus. Donc, nous ici, en général, quand on travaille, on se préoccupe de une trentaine principaux biais, ce qui sont les plus fréquents. Et c'est à partir de ces biais que sont ensuite élaborés les nudges. On identifie les biais et de là, on va trouver le levier. Et ce levier-là, ça va être le nudge. Alors, à quoi vont-ils servir? Eh bien, tout simplement répondre à deux questions. Qu'est-ce qui freine
l'adoption du comportement attendu et qu'est-ce qui nous empêche de prendre la bonne décision. Alors, je vais en présenter quelques-uns rapidement. D'abord, le biais de confirmation. Il désigne le fait que nous utilisons des éléments de preuve extérieure pour confirmer une opinion que nous avons déjà. Comme ça, on reste sourd aux différents éléments de preuve qui viendraient infirmer, qui seraient contre notre opinion à nous. Donc, ce biais de confirmation nous fait ignorer toutes les informations qui contredisent nos croyances initiales. Alors, l'exemple qu'on donne le plus fréquemment, c'est si je suis climato-sceptique, même si 97% des informations qui me viennent me parlent de la réalité du réchauffement climatique, moi, je ne vais écouter que les 3% d'informations émanant d'autres climato-sceptiques. Et je vais me nourrir de ça. Voilà ce que c'est que ce biais de confirmation. Un autre biais rapidement, qui fait partie des biais principaux, c'est le biais d'affect. Il désigne en fait le fait que nous sommes beaucoup plus enclins à changer de comportement si nous sommes mobilisés par un ressenti émotionnel fort. Un exemple très simple, je ferai plus facilement un don contre la famine si on me présente le portrait d'une petite fille famélique, plutôt que si on me donne des chiffres sur le nombre de personnes souffrant de faim dans le monde. Ça, c'est le biais d'affect, qui est un biais très fréquent. Après, on sait que les individus ont une préférence pour les situations déjà définies plutôt que pour des décisions ou pour des décisions qui sont déjà prises, par exemple. Donc là, c'est le biais d'inertie de statu quo. C'est l'exemple du pré-réglage de votre ordinateur qui est configuré pour quand vous lancez une impression, ça se fait automatiquement en recto verso, noir et blanc. Voilà, ça, vous n'avez rien à changer. Donc, ce biais d'inertie, il désigne le fait que nous soyons réfractaires au changement et que nous dysfonctionnons complètement et que nous fonctionnons complètement par automatisme plutôt que quelque chose qui nous demanderait de remettre en question notre fonctionnement. Et donc, les biais de statu quo et l'aversion à la perte sont souvent ensemble et ils sont des forces qui œuvrent ensemble pour empêcher qu'un changement se produise. Par exemple, je serais beaucoup plus enclin à faire du covoiturage régulièrement avec la même personne plutôt qu'à changer de passager. Je passe un peu vite, mais il y en a tout un tas de biais. Alors, je ne sais pas si c'est toi, là, Daniel, qui veut enchaîner. Oui, c'est la question que je te pose, Élodie. Voilà, on joue à pile ou face. Si c'est pile, tu perds 100 €. Quelle est la somme que tu envisagerais de gagner si ça tombe sur face? Voilà, 100 €, tu vas perdre. Et qu'est-ce que tu acceptes en face pour gagner? Ça serait quoi la somme idéale pour toi? Je te dirais 200 €. Alors, tu es généreuse. Bien souvent, ce Non, que les c'est trop. gens… Ouais, non, c'est pas assez. Et bien souvent, les gens disent, face à la possibilité de perdre 100 €, j'espère pouvoir gagner 1 000 €. Voilà. Le facteur, il est plutôt de 8 à 10. C'est-à-dire que, quelque part, on a plus peur de perdre que de gagner, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que si je dis entre 100 € et je perds, ou 100 € ou 200 €, on va plutôt agir si on perd par la crainte de perdre 100 €, sauf si en face on nous dit tu risques de gagner 1 000 €. Voilà. Donc ça veut dire que pour faire changer le comportement, et c'est un peu malheureux, mais il vaut mieux dire à quelqu'un: attention, si tu ne rénoves pas ta maison, tu vas perdre 1 000 €, que de lui dire attention, en rénovant ta maison, tu vas gagner 1 000 €. Et là, ce n'est pas 1 000 € qu'il faudrait dire. En rénovant ta maison, tu vas gagner 10 000 €. Et comme techniquement, évidemment, ce n'est pas possible, donc il vaut mieux dire attention, si tu rénoves pas ta maison, tu vas perdre 1 000 €, que de lui dire si tu rénoves ta maison, tu risques de gagner 1 000 €. Voilà. Donc l'individu, c'est ça ce qu'on appelle l'aversion à la perte, c'est un peu la peur. Et on l'a vu avec la Covid, mais là c'était extrême. On a plus peur de perdre que d'espérer de gagner si le montant est très proche, en fait. Voilà. Mais on peut passer sur Élodie, sur peut-être
les autres biais, voilà, le biais du temps présent, c'est celui qui se joue souvent, hein. Ce qui intéresse l'individu, c'est lui, ici et maintenant. Et donc, quand on lui parle de développement durable, de changement climatique, de dérèglement climatique plus précisément, de perte de biodiversité, ben, l'individu, il ne le voit pas ici et maintenant. Et en plus, on lui dit c'est pour les générations futures. Et là, évidemment, ça parle à personne, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est moi ici et maintenant. Et donc, vous voyez bien que face à ces biais, il est difficile de faire prendre des comportements ou faire adopter des comportements, notamment pour les sujets qui nous intéressent en matière de responsabilité, qui sont ceux-là, alors qu'on a ce biais-là qui est très présent. Et quand on me dit éteins la lumière, c'est efficace en 2030 ou en 2050, voire en 2100, eh bien, je ne suis pas incité à le faire parce que ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Et donc, tout l'art de la communication en utilisant des nudges, par exemple, c'est d'arriver à montrer l'impact immédiat. Et on verra ça avec des exemples de nudges qui suivent. Ouais, alors je déroule un peu vite. En effet, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Donc, en effet, comment détourner ces biais? Il y a quelques ingrédients en secret, hein. C'est prendre en compte la force des imaginaires pour bousculer les schémas, éviter les leçons de morale, agir avec l'ordre, c'est-à-dire l'engager dans l'action commune, et le premier pas dans le processus de changement et de faire évoluer ces imaginaires. Alors là, je m'appesantis juste un instant, hein. Par exemple, faire comprendre que bien, prendre l'avion pour aller à Bali, ça ne va pas vous rendre plus heureux. Manger de la viande tous les jours, ça ne va pas rendre plus fort non plus. Un garçon sensible n'a pas de problème avec sa sexualité. La réussite professionnelle ne veut pas dire gagner beaucoup d'argent, ou bien la réussite sociale, ça ne veut pas dire être forcément en couple, avoir des enfants. Donc ça, c'est un gros travail à faire. Des exemples de nudge maintenant. Alors, on en parlait tout à l'heure, donc je vais le passer rapidement, c'est le choix par défaut. Le choix par défaut de voilà, la configuration qui est faite par défaut, où on imprime systématiquement recto verso en noir et blanc. Un autre exemple sur le choix par défaut qui a été développé, je crois, en premier, c'était en Espagne, c'est ça, si je ne me trompe pas, hein, et qui depuis est arrivé également en France, c'est le don d'organes. Avant, pour être donateur d'organes, il fallait signer un petit papier, on l'avait dans son portefeuille, il fallait en faire la demande. Maintenant, on est tous des donateurs d'organes par défaut. Voilà un biais qui est très efficace. Par contre, si vous ne voulez pas donner votre organe, c'est là qu'il faut que vous le signaliez. D'autres exemples de nudge, alors c'est ceux qui s'appuient sur les normes sociales. Donc, il s'agit d'activer ici le comportement souhaité en communiquant une information relative aux autres à un moment pertinent dans le processus de décision. Alors, un message de normes sociales très efficace. Lors d'une enquête, 77% de vos voisins ont déclaré qu'ils éteignaient leur climatiseur et utilisaient leur ventilateur. Alors, s'il vous plaît, faites comme eux. Eh bien là, si on sait que la grande majorité fait comme ça, eh bien, on aura plus tendance à nous aussi suivre, et c'est ce qu'on appelle la norme sociale. Pareil, exemple de normes sociales, ce nudge qui a été apposé sur un plateau de restauration collective. Il est écrit là, 97% des visiteurs ont laissé leur table propre. Face à ce nudge, on se dit, je ne vais pas faire partie des 10% de crado. Non, moi, effectivement, je me retrouve dans cette norme-là. Je suis plutôt propre en général, donc je vais continuer à faire des efforts. Il y a également la science comme autre exemple, qui est, alors ici, il s'agit en fait de générer le comportement voulu en captant l'attention de la personne à laquelle on s'adresse au moment de la prise de décision. Donc, le plus fréquent, c'est celui qui vient à l'esprit le plus facilement, c'est ces petits autocollants qu'on va retrouver aux endroits où la prise de décision doit se faire. Penser à mettre en veille le soir quand je pars du bureau. Si à l'endroit où je dois fermer mon bureau pour partir, j'ai un petit nudge qui me rappelle d'éteindre mes interrupteurs, de laisser mon écran non pas en veille, mais carrément de l'éteindre. Et bien voilà, c'est là, ici on parle de science. Je n'arrive plus à passer les slides. Si, tac, voilà, un exemple de nudge sur un interrupteur également. Il y a également tout ce qui relève du cadrage. Daniel, tu nous en parles ? Alors, le cadrage, c'est la façon dont on présente l'information, en fait.
Là, on voit un exemple qui évidemment nous incite à consommer, hein. Si le grand, le king, là, on l'appelle normal, le moyen, petit et si le grand, on l'appelle normal, ce qui est grand habituel, on l'appelle petit, et ce qu'on est normal, on l'appelle mini, évidemment que ça va inciter à prendre le normal. Voilà, parce que j'ai pas envie de prendre le truc qui s'appelle King grand. Voilà, c'est quand même là, je donne l'impression de moi que je suis soit très gourmand, soit très addict à une marque célèbre de fast-food. Ben là, je mets normal. Et donc là, la probabilité que les gens prennent normal s'accroît. Donc c'est la façon dont, c'est ça le cadrage, c'est la façon dont on présente l'information. Et évidemment, là, on a un exemple très marketing. Mais voilà un autre exemple de cadrage. Si en début d'une chaîne de restauration collective, par exemple à la cantine, ben, je commence à mettre les fruits et les légumes, eh bien, c'est pas la même chose que si je commence à mettre les frites et les plats cuisinés. Donc, en début de chaîne, c'est le cadrage. Si tout de suite j'ai des légumes, eh ben, la probabilité que je prenne les légumes va devenir plus grande. De même, vous avez un autre exemple de cadrage, mais là que vous connaissez tous, hein, aux caisses, j'ai toutes les sucreries à portée de main des enfants. Et donc, quand vous arrivez à la caisse, ben là, vous avez tout. Voilà. Donc ça, c'est une façon de présenter l'information, évidemment, pour vous faire vendre des saloperies sucrées qui ne sont pas bonnes du tout pour la santé de vos enfants ou de vous-même d'ailleurs, puisque voilà. Il y a un autre nudge qui est ce qu'on appelle le retour d'information. Je continue du coup, Élodie. Voilà. Le retour d'information, c'est ce qui, puisqu'on a vu sur le biais cognitif, je fais le lien entre le biais cognitif. Le biais cognitif, l'un des biais cognitifs, ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant. Et donc, si je ne vois pas le résultat immédiat de mon acte, je ne vais pas passer et je ne vais pas adopter le comportement souhaité. Donc, le retour d'information, c'est des nudges qui me permettent tout de suite de voir le résultat de mon action. Et là, évidemment, je tire le papier, je vois que je suis en train d'assurer la déforestation de l'Amazonie. Si dans une pièce, dans un bureau, dans une classe, j'éteignais la lumière et tout de suite, je voyais, par exemple, le coût des émissions, enfin, les émissions de CO2 baisser, là, tout de suite, je me rendrai compte que mon acte de l'instant a une efficacité et chaque fois que je peux la juger ici et maintenant, ça lève le biais ou ça utilise plus précisément le biais cognitif qui est ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant. Et si je peux jouer avec le ici et maintenant, notamment par exemple pour la déforestation, pour éteindre la lumière, pour choisir, pour ne faire chauffer qu'une tasse de l'eau chaude que pour une tasse, eh bien, ça augmente mon envie de faire le bon geste en fait. Ça, c'est ce qui s'appelle le retour d'information. Et puis, il y avait les applications, vous voyez, hein, sur le sport, les montres connectées, toutes les applications de santé, elles veillent à vous faire tout de suite le retour d'information parce qu'elles savent que pour faire du sport, le résultat, il n'est pas immédiat. Hein, c'est du long terme. Et donc, peu de gens, pas beaucoup de gens ne le feraient. Alors que là, si on leur donne un outil qui permet de voir tout de suite, j'ai fait 8000 pas, du coup, j'ai réduit tant de calories, eh bien, d'abord, je suis content, donc j'ai mon estime de moi qui grandit. Finalement, j'ai fait le job, je vois le résultat tout de suite, ça va m'inciter à le refaire, puisque la prochaine fois, je verrai le résultat tout de suite. Et donc là, ça lève ou ça utilise ce biais cognitif qui est le temps présent. Voilà. Voilà, donc la mouche, voilà, et il y a d'autres exemples, hein. Ça, c'est des exemples que j'ai fait en France, hein. Ça existe au Japon, mais je l'ai fait en France. Et puis, il y a l'émotion et l'affect. Voilà. Donc, l'émotion et l'affect, c'est évidemment d'utiliser le biais cognitif qui est de l'affect. Le nom du nudge s'appelle pareil. Désolé, hein, c'est comme ça.
Là, on a émotion et affect et on avait un biais qui s'appelait affect. Le biais d'affect, c'était évidemment que je suis plus mobilisé par une émotion, puisque l'émotion, elle joue sur le système 1. Et donc là, pour faire prendre l'escalier plutôt que l'escalator, ben là, j'aurais une piste de Jeux Olympiques comme j'avais un escalier musical. Et donc, en jouant sur l'affect, eh bien, du coup, ça m'incite à agir, puisque on sait que l'affect est moteur de l'action presque instantanément. Voilà. Merci Daniel. On est dans un super timing. Il nous reste juste quelques minutes là pour... eh bien, tu as préparé une petite bibliographie, du coup, dont Oui, on peut profiter si vous voulez oui, creuser oui. le sujet. Allez, donc les livres à lire, c'est évidemment Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et puis, vous pouvez lire aussi, pour comprendre le fonctionnement du cerveau, cet auteur-là, qui est le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. J'ai mis 2 livres, mais je vous invite à lire Le bug humain. Il popularise la question de la compréhension du changement de comportement face aux enjeux climatiques. Donc, vous pouvez lire ces 2 livres-là. C'est mes recommandations. Voilà. Alors, sur les nudges, il commence à avoir beaucoup de choses. Il faut comprendre que j'ai oublié de vous le dire, mais enfin, si je vous l'ai dit, les fondements scientifiques des nudges viennent de 2 sciences, les sciences de la psychologie sociale et les sciences du comportement, et plus précisément de l'économie comportementale. Voilà. Et donc, c'est les 2 qui ont nourri la réflexion pour arriver au nudge. Donc là, je vous invite évidemment à lire le livre de Richard Thaler, qui lui aussi a été prix Nobel d'économie, lui en 2017. Il y a quelqu'un qui dit que c'est un très bon livre. Oui, oui, c'est vrai. Donc, je vous invite à lire Nudge. Et puis, celui qui a popularisé le Nudge en France, c'est Eric Singler, qui est patron de BVA, que j'ai la chance de rencontrer, qu'on a eu la chance avec Elodie d'inviter à Toulouse, et qui lui a popularisé d'une façon un peu plus marketing la question du nudge en France, avec pas mal de ces livres-là. Je vous invite évidemment plutôt à lire Green Nudge, puisqu'on est dans un reboot sur la com et la com responsable. Donc, lisez plutôt Green Nudge, comment créer des nudges pour les sujets liés à l'environnement. Voilà. Après, les autres, c'est un peu différent. Donc, voilà. Oui, le Oui, pouvoir des habitudes. bon. Avant de terminer avec Daniel, on voulait quand même vous lister quelques conseils pour vous aider à convaincre les irréductibles climato-sceptiques, s'il en reste encore, ou juste ceux qui sont un peu frileux sur cette idée de changement. Pourtant, eux aussi, comme nous, vont avoir très très chaud dans pas très très longtemps. En fait, on voulait se servir de ce qu'on a compris de la psychologie cognitive pour vous donner ces quelques conseils. Donc, le premier conseil, c'est d'encourager une approche qui soit individuelle, de ne pas mettre d'affect. Nous, quand on s'investit, et c'est très important de le signaler, de préférer l'action à la parole, de commencer par une petite action, de valoriser le positif, d'être patient. Et le dernier conseil, et ça c'est vraiment parce qu'on a un public aujourd'hui d'étudiants devant nous qu'on veut le dire, c'est d'être les ambassadeurs et ambassadrices de ces messages sincères que vous voulez faire passer. Alors, n'oubliez pas que ce n'est qu'en changeant délibérément son image de la réalité que l'on change le monde. Voilà, il me reste 30 secondes pour remercier Naja, Arthur et Maxence du DUT des métiers, du multimédia et de l'Internet de Bordeaux pour l'aide technique sur cette conférence. Et pour la suite, je vous invite à aller regarder le